Bonjour, chers collègues. Je m'appelle Jana Birova, je viens de Slovaquie, de l'Université Saint-Cyril et Méthode de Trnava, et je représente en même temps l'Association slovaque des professeurs de français. Euh, Avant d'aborder mon sujet que j'ai préparé pour vous, pour un partage international, j'aimerais bien remercier Monsieur professeur Serge Borg de m'avoir invité à cette conférence internationale, ce colloque international au titre Israël et mondial mon fleuve, ouvrant l'éducation à la sphère du numérique, nouveaux liens et nouvelles pratiques. Mon intervention s'appelle Pratique de classe pour l'approche de l'intercompréhension entre les langues parentes et création des activités multilingues sur wisconline.com. Ma présentation euh, est liée à un document international qui s'appelle Un cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures. Vous pouvez voir la couverture de ce document sur le slide 2. Il est à trouver entièrement sur la web carap.sml.at. Et donc ce document porte sur 4 approches plurielles qui développent l'enseignement des langues simultanément. Comme vous pouvez voir sur le site web, on peut cliquer sur plusieurs rubriques, idées clés, descripteurs, documents, matériaux, formation, pays, même sur le CARAP, comme le document sous la forme de PDF. Ce document, son auteur principal est professeur Michel Candelier, qui dit que le cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures définit et fournit les exemples pour des standards relatifs aux approches plurielles. Et il vient de compléter le cadre européen commun de référence pour les langues. Et donc, il est souhaitable qu'ils connaissent un impact tout aussi important sur l'enseignement des langues que le cadre européen commun de référence. Donc, c'est un autre cadre. Sur le slide 3, vous pouvez voir Monsieur Professeur. Et sur le site web, vous pouvez voir la vidéo qu'il présente. Donc, si on clique sur smel.at, vous pouvez dérouler plusieurs questions. Et notre sujet de notre présentation, c'est en fait le sujet de l'intercompréhension entre les langues parentes. Notre terrain, il est préférable que cette approche soit développée dans la troisième et quatrième classe du lycée. Cela veut dire les étudiants âgés de plus de 16 ans, puisque ces étudiants-là, ils ont déjà une base solide de l'anglais et plus une langue, on présuppose, romane. Donc, à partir des connaissances sur l'anglais et une langue romane, on peut essayer de développer la compréhension d'une autre langue romane. Donc, pas enseigner entièrement la langue, la deuxième langue romane ou même la troisième langue romane, mais juste développer la compréhension ou l'intercompréhension entre ces deux langues. Et donc, sur le slide numéro 6, euh, vous pouvez voir la définition de cette approche. L'intercompréhension entre les langues parentes propose un travail parallèle sur deux ou plusieurs langues d'une même famille. Donc, ça peut être la famille des langues slaves, comme slovaque, tchèque, croate, slovène, polonais, ou alors aussi les langues romanes, ce qui touche nous, les francophones, et qu'il s'agisse de la famille à laquelle appartient la langue maternelle de l'apprenant, ou de la famille d'une langue dont il a effectué l'apprentissage. Donc, dans notre cas, il s'agit de la langue française. Comme on ne peut pas feuilleter tout le document CARAP pendant cette session, je vous laisse faire après mon intervention. Il y a des descripteurs qui sont très utiles, très scientifiques, qui peuvent servir par exemple pour évaluer vos activités plurilingues, multilingues que vous effectuez dans la classe. Nous en avons induit deux pratiques de classe qui se révèlent très utiles. On l'appelle l'oreille attentive et l'œil de lynx. L'oreille attentive, la pratique, elle se base sur la similarité
hum, sur la similarité des mots pendant une présentation orale ou pendant une communication en continu ou une interaction orale. Donc, où il faut faire vraiment attention avec de bonnes oreilles et écouter bien, par exemple, un rapport en italien ou une introduction pendant la conférence en espagnol et d'essayer de capter les mots, les mots qu'on peut connaître grâce au français. L'œil de lynx, c'est la même chose mais à l'écrit. Donc bien regarder les mots, la similarité graphique et essayer de comprendre grâce à cet œil de lynx, comprendre le texte qui est dans une autre langue romane. Donc ces deux pratiques de classe, je les juge comme les plus importantes pour développer l'approche de l'intercompréhension entre les langues parentes, donc les langues d'une même famille. Donc, toujours les pratiques de classe sont en fait utilisées pour bien montrer une activité. Dans notre mini-recherche, nous avons inventé l'activité numéro 1 que vous pouvez voir sur le slide numéro 9. Il y a 10 mots en slovaque, 10 mots en français et 10 mots en anglais. Tous les mots se ressemblent au niveau de la graphie, puisque ces mots proviennent plus ou moins, pas tous, du latin. Donc, objectif de l'activité, c'était d'associer les mots qui ressemblent orthographiquement en pratiquant l'œil de lynx. Question de recherche. Les participants au sondage seront-ils activement impliqués dans l'activité contenant des unités de mots de plusieurs langues? Il s'agit des langues anglaises, françaises et slovaques. Vont-ils prouver l'engagement pour remplir les objectifs de l'activité? Quels mots feront obstacle le plus souvent? Les méthodes utilisées dans cette recherche, la première méthode de recherche, c'était l'analyse des travaux des élèves, donc parce qu'on a distribué cette fiche d'élèves et on l'avait évaluée. Et deuxième méthode, c'était les méthodes mathématiques de somme. L'échantillon de cette enquête, donc la recherche a été suivie par des élèves au primaire ou au collège qui sont âgés plus de 10 ans et qui venaient au stand pendant la nuit européenne des chercheurs en 2018 et 2019. L'échantillon se compose de 80 réponses collectées. Le slide numéro 10 dit que, après les calculs faits, il y avait le mot pravitko, en français règle, les enfants âgés de 10 ans et plus, où ils commettaient le plus de fautes. Donc, les réponses au total, il y avait 80 copies. Et donc, dans 25 copies, les élèves ont commis la faute dans l'association du mot règle, pravitko ou ruler en anglais. Parce qu'il n'y a presque aucune similarité graphique. Au contraire, les mots où il y avait la similarité graphique, ces mots se révèlent comme ceux où il y avait le moins de fautes. Pour conclure l'évaluation de cette activité, on peut constater que les élèves élaboraient la tâche tout seuls. Aucun travail en binôme ou groupe ne pouvait pas être réalisé puisque les enfants venaient au stand séparément. Nous avons réalisé une courte enquête qui consistait aussi à nous mettre au courant du fait si les élèves voient la similarité et si dans le futur ceux-ci les tenteraient un jour à apprendre le français. La plupart a exprimé un étonnement franc sur la similarité des mots et quelques-uns nous ont promis d'y réfléchir. Quelques-uns ont fait une remarque sur les possibilités restreintes pour apprentissage du français dans leur région. Pour faire un retour sur l'activité, nous avons compté en fait ces bonnes réponses pour chaque mot. Et donc le mot qui rencontrait le plus de problèmes au niveau de la compréhension était le mot règle. Et puis l'adjectif rond et le substantif mission. Le tableau ou la grille est à voir sur le slide suivant. Activité numéro 2. Activité numéro 2, comme vous pouvez voir sur les slides qui
leçons à venir. Cette activité se compose de 3 textes dans 3 langues romanes, français, espagnol et italien. Comme les étudiants parlaient principalement anglais, certains d'entre eux parlaient français et certains d'entre eux l'espagnol. Donc il y avait plus ou moins un groupe d'étudiants. Certains parlaient anglais et français, certains anglais et espagnol, et l'italien, je crois pas, il n'y avait même pas les étudiants qui parlaient l'italien. L'enseignant a divisé les élèves en 4 groupes. Euh, Avant d'aborder l'activité, il faut dire que ces étudiants ont été rassemblés à l'université Comenius pendant la journée de mini Erasmus, où on présentait les programmes d'études. Donc, le but de l'activité numéro 2, c'était de trier les mots de 3 langues romanes, comprendre le texte en pratiquant l'œil de lynx et traduire le contenu vers le slovaque. L'échantillon des étudiants, donc comme j'ai déjà dit, c'était les étudiants rassemblés lors du projet Mini Erasmus à la faculté d'éducation Université Comenius à Bratislava. Ils étaient 12, âgés 18 ou 19 ans, et c'était les élèves ou les étudiants des dernières années des lycées qui planifiaient choisir leurs études dans une des universités. Les questions de recherche, de ce mini-recherche, les participants au sondage seront-ils activement impliqués dans des activités contenant des unités de mots de plusieurs langues de la branche romane des langues? Vont-ils prouver l'engagement pour remplir les objectifs de l'activité? Le cours sera-t-il efficace? Les méthodes utilisées pour cette activité étaient différentes des méthodes de l'activité numéro 1. La première méthode de recherche était la méthode qualitative, observation. Nous avons utilisé les protocoles pour bien noter les interactions entre les élèves, les étudiants et l'interaction avec la professeure. Et puis, nous avons analysé aussi les travaux, donc aussi les fautes. Hum, Puis, des méthodes mathématiques de somme et de rapport temporel ont également été utilisés. Le sondage et le protocole des interactions, euh, puis l'analyse de contenu, évaluation qualitative des objectifs de l'activité à travers les descripteurs du cadre FREPA. Donc ou CARAP. Cette activité, nous avons essayé de vous montrer hum, le fonctionnement des descripteurs dont j'ai parlé au début de ma présentation. Les descripteurs qui font la partie intégrante du CARAP, du document que j'ai présenté au début. Voilà, donc observez bien le matériel proposé aux étudiants. Alors, ce matériel a été distribué à chaque groupe avec le nombre d'élèves 3 jusqu'à 5. Comme les élèves parlaient principalement anglais, comme j'ai déjà dit, ils étaient divisés en 4 groupes. Des groupes d'élèves parlant français ont reçu le matériel de sorte que 3 textes de travail, seul le texte français était intégral, et il y avait des mots jaunis qui devaient être trouvés et classés dans les 2 autres textes, italien et en espagnol. En revanche, les groupes dont la langue forte était l'espagnol ont reçu un texte intégral en espagnol, et la tâche était de rechercher des mots dans les autres 2 langues, dans les 2 autres langues. Voilà. Nous avons supposé qu'à part l'anglais et une langue romane active, d'autres langues romanes n'effraient pas les étudiants. L'enseignant a surveillé la progression de l'ensemble des élèves pendant l'activité. Dès que les élèves commençaient le devoir, l'enseignant facilitait leur travail.
en leur conseillant la quête des liens lors du contexte, la quête des synonymes dans la langue romane forte et leur dérivation dans ou pour les deux autres langues. Un exemple pourrait être le mot viande en français, qui a l'équivalent de carnet dans le texte. Ainsi, le mot carnivore pouvait ou pourrait être un mot auxiliaire en français qui fera penser à ces liens. Le travail de l'enseignant ne consistait pas à soumettre des propositions de solutions complètes, mais sous forme d'indices qui aidaient l'élève à activer ses processus cognitifs ou métacognitifs. L'enseignant pouvait, à une certaine étape, attirer l'attention sur certaines caractéristiques communes qui caractérisent les langues romanes. Par exemple, nous pouvons pointer les étudiants vers certains caractères spécifiques des mots français. Ce avec cédille, et avec accent circonflexe, ou mieux en espagnol, ou des particularités qui concernent uniquement cette langue ou une autre langue. Ou pointer la terminaison typique de l'infinitif des verbes en italien, re. Point positif euh, pour évaluer l'activité. Donc, la motivation des élèves a été obtenue grâce à une forme de travail non traditionnelle. Les élèves ont activé leur capacité de comprendre d'autres langues romanes sur la base de la pratique de la similitude graphique. Nous avons noté une coopération entre les élèves qui ne se connaissaient pas, car ils ne sont venus que quelques jours dans le cadre de ce projet mini Erasmus et ils étaient de plusieurs villes. Ensuite, nous avons noté la motivation de ces élèves qui était obtenue sur la base de la réussite en action. Donc, quel apport était effectué pour les élèves? Développement de la compréhension entre les langues romanes, développement de la pensée critique, évaluative et créative, des compétences de présentation, fixation des savoirs par la réception visuelle, rétroaction des élèves et de l'enseignant, apprentissage mutuel, auto-évaluation, motivation. Quel apport a été effectué pour l'enseignant? Alors, c'était le retour sur les opportunités de développement de ce type de l'enseignement dans d'autres écoles, la possibilité d'agir en tant qu'observateur, facilitateur, gestionnaire, possibilité de fournir une assistance individuelle, possibilité d'une évaluation formative, donc ça veut dire formation verbale. Nous avons noté quelques points négatifs. Euh, L'activité dispose d'un vocabulaire très limité, qui est graphiquement similaire, bien sûr, mais aussi on peut s'apercevoir du vocabulaire qui ressemble parmi les langues, mais dont les mots portent une autre signification. Donc là, il ne s'agit pas de vrais amis interlingues, mais de faux amis interlingues. Ce qui peut causer aussi beaucoup de malentendus si on ne présente pas cette spécificité. Un autre point négatif sur les types d'élèves qui ne sont pas trop communicatifs, ils laissent l'initiative à des élèves plus communicatifs. Cela veut dire qu'ils sont poussés derrière et ils ne s'expriment pas, ils ne se donnent pas eux-mêmes la chance d'activer la parole ou de se mettre au devant. Puis un autre négatif qui pourrait être pris en considération, c'est que ce texte était artistique. Donc il y avait des syntaxes difficiles, des temps passés complexes, des archaïsmes. On pourrait peut-être penser plus sur une présentation d'un texte spécifique d'un domaine qui touche plus nos étudiants ou les locuteurs romanophones. Quand on fait une évaluation, on prend en considération aussi les risques. Donc, pendant le travail sur l'activité, une forte préférence pour l'utilisation de la langue maternelle comme la langue de recherche a été
a été activé. Mauvaise répartition des tâches lors du travail en groupe, comme j'ai déjà mentionné, ces élèves communicatifs et peu communicatifs. Euh, donc les élèves actifs se révèlent encore très actifs. Dit autrement, les élèves qui auraient besoin de plus de temps pour réfléchir ne peuvent pas profiter de cet avantage. Le risque de blocage, donc de démotivation ou cognition dans la résolution de tâches multilingues, les risques de démotivation provoqués par la perte dans la compétition. Parce qu'il s'agissait, j'ai oublié de dire, il s'agissait d'une compétition. Quel groupe fait comme le premier la tâche? Voilà. Nous avons compté l'efficacité de cette activité. Comme j'ai déjà mentionné, nous avons utilisé la méthode, donc les protocoles pour bien noter les interactions. Chaque fois que l'étudiant ou oui, l'étudiant 1 confrontait la réponse avec l'étudiant 2 du groupe, on a noté une ligne. Et donc, on a fait plusieurs lignes quand il y avait une forte interaction entre les élèves. Et il y avait une ligne plus faible entre une autre paire d'élèves qui n'effectuaient pas interaction. Donc, nous avons noté ces interactions-là et puis l'interaction, donc la parole de l'enseignant. Et donc, l'efficacité de l'activité se résume en euh, total d'interaction de l'enseignant en comparaison avec le total d'interaction de tous les étudiants. Cela signifie que pendant la durée de 20 minutes de l'activité, nous avons mesuré le ratio de somme activité de l'enseignant euh, pour, le, pour somme de l'activité ou de l'interaction euh, entre les élèves. On considère l'activité efficace quand l'interaction du professeur est plus petite ou moindre que l'interaction des étudiants et en même temps quand l'interaction des étudiants dans 3 ou 4 groupes de travail sont marquées plus de 3 fois. On considère l'activité peu efficace quand l'interaction du professeur ou de l'enseignant est égale aux interactions des élèves, de 12 élèves, et en même temps qu'il n'y a pas d'interaction dans au moins 2 groupes. Et l'activité est considérée comme inefficace quand l'interaction ou la parole du professeur est plus grande au niveau des minutes ou au niveau en fait du nombre d'interactions que les interactions de 12 élèves, 12 étudiants, et au moins 3 groupes n'interagissent pas. Donc, le succès global de l'activité est mesuré par le type binaire de la tâche et qui sont des mots triés hors de leur contexte. Dans l'activité 2, nous avons conclu que l'activité était efficace parce que euh, nous avons noté l'interaction entre étudiants 1 et 2 3 fois, entre l'étudiant 2 et 3 4 fois, interaction entre l'étudiant 1 et 3 2 fois. Dans le deuxième groupe, il y avait les étudiants 4, 5, 6. Et donc, vous pouvez voir le nombre d'interactions. Donc, 5 interactions, 2 interactions et 4 interactions. Dans le numéro 3, dans le groupe numéro 3, il y avait des élèves 7, 8, 9. Et donc, au total, il y avait 3, 2, 4, 6, 9 interactions. Et dans le quatrième groupe, vous pouvez voir qu'il y avait encore 3 étudiants, l'étudiant numéro 10, numéro 11 et le numéro 12. Et au total, ils ont fait 1, 8, 9 interactions. Donc, on a maintenant comptabilisé les interactions. Il y avait 38 interactions au total contre 3 interactions 3 prises de parole par l'enseignant.
Dans l'ensemble, on peut affirmer que l'efficacité de l'activité s'est démontrée aussi également en rapidité et avec les bonnes réponses que tous les élèves ont, où tous les élèves ont été inclus et travaillés. Des interactions dans les groupes, on peut remarquer qu'elles se sont déroulées en trois groupes à peu près identiquement. Dans le dernier groupe, on peut observer que l'élève 10 ne menait qu'une interaction avec l'élève 11 et une interaction avec l'élève 12. Donc, c'était le groupe qui était le plus faible communicativement, peut-être qu'il n'aimait pas l'activité, je ne sais pas. La tâche a été remplie dans chaque groupe avec succès. Dans le premier groupe, 11 mots correctement classés. Dans le deuxième groupe, 13 mots correctement classés. Dans le troisième groupe, 10 mots correctement classés. Et dans le quatrième groupe, 9 mots correctement classés. D'après les erreurs commises pendant la résolution de la tâche, on peut constater que les élèves rencontraient la difficulté avec Selexem. Amigo cuervo, caro il mio corvo, o corbeau. Parmi les capacités de médiation démontrées lors de l'activité et donc pendant l'observation, l'observateur avait capté que celle-ci posait les problèmes. Par la paraphrase, la réduction de texte, les interférences négatives au niveau de la morphologie, comme par exemple l'utilisation du gérondive en slovaque "chcúc", ce qui est considéré comme une interférence négative morphologique depuis la langue romane. Lors de la recherche des mots qui ne sont pas graphiquement similaires ou sont graphiquement similaires seulement partiellement, les élèves ont eu le plus de problèmes pour identifier perder tiempo. Au contraire, les étudiants étaient actifs dans la recherche d'équivalents français à partir de mots qui étaient dans les deux autres textes mentionnés, mais non traduits en français par le synonyme recherché. Con tutte le sue forze, avec de toute la force, caro mio, mon cher, se retiró, se retiré. Sur le slide suivant, vous pouvez voir les descripteurs du CARAP attribués à la deuxième activité. J'ai déjà dit que ces descriptions sont scientifiques et devraient être utilisées pour évaluer une activité multilingue, plurilingue. Ça dépend de l'objectif. Dans ce cas, c'était une activité multilingue, mais avec un objectif plurilingue. Et donc, vous pouvez confronter ces abréviations avec les définitions dans le CARAP parce que ça aurait pris beaucoup de place si je mettais tout. Et donc, pour conclure, la mise en réalisation des activités. La première activité menée avec les élèves des collèges s'est démontrée avec succès. Et il s'agissait d'une activité qui était faite, dont la tâche était, était de faire individuellement un exercice d'association. Ça prouvait que les mots qui ne se ressemblent pas causent le plus grand problème dans l'apprentissage, mais aussi dans la mémorisation du vocabulaire. Pour la deuxième activité, dans le groupe où tout le monde parlait anglais, certains parmi les élèves utilisaient le français et d'autres parlaient l'espagnol. Nous avons observé une motivation accrue pour apprendre la langue romane. Cette motivation est apparue après avoir réussi l'activité. Les élèves des années terminales de lycée ont commencé à penser à apprendre deux autres langues romanes et à engager des compétences clés dans le but de communiquer dans un contexte inconnu. Ils étaient enthousiasmés par le succès rencontré lors de la résolution des questions éducatives multilingues proposées dans les activités. On peut affirmer que les deux activités sont évaluées au-dessus de la moyenne par le descripteur CARAP et que l'enquête que nous avons menée dans un premier temps prouve qu'une bonne maîtrise des pratiques pédagogiques et une sélection correcte des contenus éducatifs a un effet positif sur le développement de la motivation et la résolution de problèmes dans le contexte de l'intercompréhension entre les langues romanes et dans le contexte du plurilinguisme. Et pour terminer l'intervention, nous vous proposons cette activité ludique multilingue créée
grâce au portail interactif wix.online.com. Bonne réception. Je souhaiterais à nouveau vous remercier de m'avoir invité à votre colloque très intéressant. Je vais regarder, je vais suivre toutes les interventions et partager les connaissances et les savoirs parmi nos professeurs de français pour qu'ils trouvent une diffusion encore plus large dans leur classe. En même temps, je voudrais vous inviter à notre colloque annuel euh, qui se déroule soit dans les termes, soit dans la montagne. On va afficher bientôt l'appel. Donc, vous êtes tous bienvenus. Merci encore.